chargé de mission à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, qui est le centre de ressources développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Je vais monter le ton. Et bonjour Frédéric. Et bonjour Christophe, et donc moi je suis Frédéric, je suis son homologue, mais en Bretagne-Pays de Loire. Et je suis ravi d'être avec vous aussi ce matin pour cette thématique autour de la coopération des territoires. Alors, c'est juste pour vous dire la genèse de cette table ronde, elle est particulière, parce qu'en fait, ce forum, il a été construit de manière très horizontale, il y a beaucoup d'acteurs qui ont porté des contributions différentes, et cette table ronde est le fruit d'une coopération en fait, entre plusieurs acteurs, entre le projet LIES qui sera présenté tout à l'heure, entre des coopératives d'activité d'emploi du groupe Poitiers, et entre donc les contributions de nos deux centres de ressources. Finalement, cette table ronde est une expérience pour nous de coopération sur quelques semaines et on est ravis de nous avoir invités à ça. Alors, pourquoi cette table ronde sur la coopération on en a discuté ensemble avant, quand on a préparé cette table ronde. On pense que la coopération est un mode de faire qui est tout à fait essentiel dans le développement territorial. Quand on traite des sujets complexes et transversaux, comme c'est le cas dans nos pratiques professionnelles, on doit apporter des réponses qui sont multithématiques, multi-acteurs et à plusieurs échelles également. C'est particulièrement vrai quand on parle de création d'emplois, d'activités et d'entrepreneuriat. D'où la raison d'être de cette table ronde, et avec une particularité aussi dans des territoires qui peuvent être parfois fragiles, qui soient populaires ou ruraux, avec peut-être moins de services publics qu'ailleurs. Frédéric, je te laisse présenter les objectifs de la table ronde. Oui, alors ça va être très simple. On n'est pas là pour vous donner un cours sur la coopération. Vous le verrez, c'est assez complexe et c'est très lié en fait aux initiatives, aux singularités de chacun des territoires, de chacun des acteurs. Mais on s'est dit quand même que ça pourrait être intéressant de faire cette table ronde, de se donner les clés de lecture, comprendre en fait quels sont les ressorts de la coopération et essayer d'identifier des bonnes pratiques au travers de nos différents témoins. Pour nous, Christophe l'a indiqué, la question de la coopération, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans la réponse à des défis de société, des défis de territoire. Et on va essayer de vous montrer que la coopération, ça permet d'aller un petit peu plus loin qu'une simple juxtaposition d'initiatives individuelles. Donc, en gros, on va vous démontrer quand même que la coopération, ça a du sens et pour laquelle, en tout cas, on souhaite appuyer comme démarche, comme démonstration sur les territoires, que ça produit ses effets. Et puis, enfin, le dernier objectif qu'on s'est donné, c'est que ça vous donne envie de vous y engager. Donc, on a organisé la table ronde en 3 séquences, et 3 questions. Et fort logiquement, nous allons commencer par la première. Et la première, c'est, en fait, on va vous demander en quelques minutes de nous raconter le contexte de votre projet. Les projets, vous allez voir, qui sont assez différents, en tout cas, au moins dans la dimension temporelle. Et on voudrait savoir ce que vous faites concrètement, quel est l'objet de votre coopération. Parce que c'est qu'on parle beaucoup de coopération, parfois c'est difficile à saisir. Donc là, on voudrait des éléments très concrets sur l'objet de votre coopération. Et je donne la parole à la Haute-Vienne et au ligne du jour. Et à titre indicatif, vous avez à peu près 5 minutes par projet pour répondre à cette première question. On est vraiment sur le quoi. C'est à vous. Alors, le quoi, à la base, évidemment, ça paraît logique comme ça, mais l'incubateur, il est là pour incuber des projets de l'ESS en Haute-Vienne. Voilà, sur le territoire, il y avait peut-être un manque à ce niveau-là sur l'accompagnement à la création de projets ESS. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est récupérer toutes les forces vives du territoire au niveau de l'accompagnement et les mettre au service de projets qui souhaitent s'installer en Haute-Vienne. Ouais, juste pour compléter sur les forces vives, en fait, l'IS a la particularité d'avoir été créé par 6 structures de l'accompagnement ou à la création d'entreprises ou à l'économie sociale et solidaire ou au financement, qui sont BGE, Limousin Poitou-Charentes, France Active, Nouvelle-Aquitaine, j'en passe, l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives, Oxalis, donc le CAE, et l'association, la CRES,
Voilà. Et une association qui est une particularité audiennoise, qui est une association interconsulaire, les 3 chambres consulaires. Voilà. Donc en fait, c'est l'objet de l'IS, c'est ça, c'est de mettre en synergie ces acteurs-là ensemble pour accompagner avec des parcours très, très adaptés et très fins tous les porteurs de projets qui veulent, enfin pas tous, mais en tout cas, une bonne, parce qu'il y en a beaucoup, une bonne partie des porteurs de projets qui veulent faire créer des structures et des activités de l'ESS ou de l'innovation sociale. Et du coup, c'est un projet récent, si j'ai bien compris, très récent, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot et comment est-ce que la genèse de cette coopération elle est naturelle pour vous? Ces 6 acteurs, est-ce que c'était évident? Est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus ou moins? C'est intéressant de savoir comment on démarre une histoire, en fait, une aventure de coopération. Et là, vous pouvez en parler parce que c'est une actualité presque chaude. Oui, alors du coup, je vais en parler parce que même si je n'étais pas là à la création, parce que moi je suis salariée, donc je suis arrivée après déjà un travail de coopération, mais ce n'était pas naturel, clairement. Hein, ce n'est pas des acteurs, ces acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble, en tout cas qui travaillaient à côté des uns des autres, ou en complémentarité, mais qui pouvaient être éventuellement sur des champs concurrentiels. Voilà, c'est clair. Donc, ce n'était pas très naturel, effectivement. Par contre, le collectif aurait pu s'élargir. Ça a même été évoqué avec d'autres acteurs qui étaient plus thématiques, moins généralistes. Finalement, la coopération n'étant pas si naturelle au départ, ça paraissait important d'abord de consolider ces liens-là. Et aujourd'hui, donc ça fait 1 an quasiment que je suis arrivée sur l'animation, on commence à ouvrir cette coopération à d'autres acteurs parce que l'intérêt, c'est d'avoir des acteurs spécialisés, thématiques, pour accompagner des porteurs de projets voilà, donc, dans le milieu de la culture, des tiers-lieux, l'IAE. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir cette coopération par l'entrée besoin d'accompagnement des porteurs de projets. Si je comprends bien, il y a un noyau dur de 6 structures et au cas par cas, au projet par projet, vous allez développer le partenariat suivant les besoins. Mathieu ? Oui, pour compléter ce que disait Marion, effectivement, la coopération n'était peut-être pas évidente au départ, mais elle était logique, puisque ce sont des acteurs, les 6 acteurs qu'on a cités sont des acteurs historiques de l'accompagnement sur le Limousin, spécifiquement nous sur la Haute-Vienne. Donc, c'était des acteurs qui se connaissaient très bien depuis de longues années, se croisaient sur des projets, mais qui n'ont jamais eu de projet en commun. Et c'était là tout le défi en fait, de cet incubateur, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs aient un projet commun qu'ils mènent ensemble et à égalité, j'allais dire, oui. sur la gouvernance. Merci pour cette première présentation. On va passer de la Haute-Vienne 87 à la Vienne 86 pour une première présentation de ce projet de coopération entre 4 CAE. Je te laisse la parole, Virginie. Merci. Oui, donc alors, moi je représente donc un collectif de 4 coopératives d'activité d'emploi qui sont inscrites déjà dans une logique partenariale depuis longtemps, comme je le disais dans la présentation, à travers notamment un réseau à laquelle elles appartiennent, Coopérer pour entreprendre, et aussi inscrites dans cette logique partenariale à une échelle quand même régionale, mais avec une spécificité, et notamment sur le territoire de Grand Poitiers, de tout être présente sur ce territoire et d'offrir en fait une offre complète par rapport au type de CAE aujourd'hui qu'on peut trouver en France, on va dire, à savoir une CAE généraliste, qui est donc ACA-Scope, une CAE spécialisée dans le service à la personne, Scopadom, une CAE spécialisée dans la culture, Consortium, et une CAE spécialisée dans le bâtiment, l'alterbâtiment. Donc, ces 4 CAE travaillent déjà ensemble depuis un certain temps, et puis là, sont actuellement en train de plutôt consolider en fait leur partenariat, leur coopération, parce qu'il y a aussi un alignement des planètes, un engagement aussi de la collectivité de plus en plus fort en faveur de l'ESS.
sachant que Grand Poitiers est quand même déjà une terre de l'ESS, hein, faut se le dire, qui est assez bien dotée, avec de fortes dynamiques. Donc, on s'inscrit déjà, nous, beaucoup dans cet écosystème hein, depuis un certain temps. Mais il y a, voilà, en tout cas, de plus en plus de volonté de se mettre ensemble pour notamment trouver des leviers au frein à la création d'entreprises. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les coopératives d'activité d'emploi sont une réponse parmi d'autres. Et parmi ces acteurs, l'ensemble des acteurs du Grand Poitiers, donc elle propose en fait une alternative aux indépendants et à la création d'entreprises à travers un cadre de test, un cadre sécurisé. Et donc, on a voulu, et aujourd'hui, on veut aller plus loin dans notre coopération avec l'appui donc de la collectivité. Et d'ailleurs, je souligne qu'ils sont dans la salle et je leur remercie. Et ils pourront d'ailleurs compléter mes propos quand il y aura des moments peut-être d'échange avec la salle, avec plaisir. Et on va d'ailleurs le formaliser là, incessamment sous peu, à travers une convention pluriannuelle d'objectifs avec la collectivité et ses 4 CAE pour travailler ensemble à s'ancrer davantage sur le territoire, à travailler encore plus nos synergies entre nous, mais aussi avec l'écosystème global, à animer un peu tout le réseau aussi d'entrepreneurs qui existe déjà et qui est assez conséquent, de plus en plus conséquent, à gagner aussi en lisibilité, parce qu'aujourd'hui, les coopératives d'activité d'emploi sont encore trop peu connues. Et donc, le fait de proposer aussi et de coopérer à travers cette offre complète permet aussi de gagner en lisibilité auprès du grand public, des prescripteurs, des porteurs de projets, voilà, et aussi à amorcer des nouveaux projets avec notamment d'autres acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, que sont les incubateurs, Compatis par exemple, sont voilà, d'autres structures qui interviennent à d'autres moments en fait, du parcours quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la création de projets. Voilà, je sais pas. Ça m'a l'air bien. Ouais. Ça m'a l'air bien, ouais, effectivement. On va revenir un peu plus sur les objets de coopération par la suite. Comme ça, ça nous permettra de finir le tour de table. Et voilà, on finit le tour de table et puis je vais revenir sur les questions un petit peu plus organisationnelles. Alors, sur le 3e témoignage, donc Clément, Cap Solidaire, ensuite Gironde, vas-y, plante-nous le décor en quelques minutes de votre histoire et de votre projet aujourd'hui. Merci Christophe. Donc le Sud-Gironde, c'est un territoire rural à semi-urbain qui est caractérisé par un grand nombre de communes et des fragilités socio-économiques qui sont contrebalancées par une grande attractivité démographique. Les acteurs de l'ESS, on se retrouve un peu dans ce que vous avez pu dire, c'est-à-dire existent beaucoup d'associations, de structures économiques, mais ne travaillaient pas ensemble. Et nous, ce qu'on a voulu porter, puisque un opérateur de service, c'est plutôt de dire quel est notre méta-projet collectif. Le méta-projet, comme je vous l'ai dit, c'est simplement de mieux vivre ensemble en Sud-Gironde. Donc, c'est du sur-mesure, ce ne sera peut-être pas ce qui vous permettra à vous de vivre mieux à Niort. Mais nous, chez nous, les thématiques de la mobilité, de la jeunesse, de l'alimentation et justement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des emplois non délocalisables et de l'attractivité pour nos territoires, c'est ce qui a permis de fédérer un collectif qui est parti à 6 au départ et qui aujourd'hui 80, qui agrège un décloisonnement, c'est-à-dire il faut se fédérer avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils apportent des réponses concrètes aux besoins quotidiens des citoyens. Et l'idée, c'était de se dire, en allant ensemble, on ira plus loin. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, tout seul, on est bloqué. À plusieurs, justement, le défi de la coopération, c'est pas simplement qu'une logique de dire, voilà, des contraintes, on va mutualiser, c'est de dire vraiment comment on peut porter un projet qui est plus ambitieux et faire territoire, et cette cohésion, à la fois déjà les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui illustrent une grosse diversité, parce que
vous allez avoir le maintien à domicile, vous allez avoir la culture, vous allez avoir tous les secteurs finalement essentiels à la vie des citoyens, mais aussi de dire comment on agrège les collectivités avec, parce que finalement, elles sont aussi à portée de l'intérêt général. Les élus veulent que leurs concitoyens vivent mieux. Comment on s'ouvre à l'économie plus classique et qu'on essaye de créer des passerelles, et également aux citoyens, qui sont de plus en plus motivés pour porter des projets qui veulent être consultés, qui veulent être acteurs, finalement, et pas simplement spectateurs d'une démarche de développement territorial. Donc, c'est un petit peu ça que souhaite faire le pôle territorial de coopération économique, rassembler, fédérer, accompagner, mais aussi, nous, en termes de maison mère, l'ensemble de nos acteurs, apporter du concret à meilleure coefficacité pour les habitants de notre territoire du Sud-Gironde sur les thématiques que je vous ai citées. C'est-à-dire ce qui correspond de façon consensuelle à ce qui est mieux bouger, mieux manger, mieux se déplacer, des perspectives pour les jeunes. Un mot sur peut-être la temporalité, puisque ça a démarré il y a longtemps déjà. Alors, c'est à la fois ancien et pas à la fois. Ouais. Ça dépend. C'est-à-dire que c'est une volonté de directrice de structure en 2013, 2012, 2013 qui constitue l'association. Et donc, effectivement, moi, je suis arrivé en 2015. Il y a eu ce temps-là de dire, OK, on sait qu'on veut faire territoire ensemble, mais derrière, sur quoi on coopère, quels sont les besoins, un diagnostic, une forme aussi de rencontre, hein, tout simplement. Il faut coopérer, il faut déjà se connaître, qui nous a permis, à partir de 2015, plus aujourd'hui, de développer des actions véritablement collectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos dispositifs, dans nos actions qu'on porte sur le terrain, c'est vraiment du nous. C'est-à-dire que c'est jamais Cap Solidaire tout seul, c'est toujours avec la coopération d'acteurs, donc on va l'incarner de façon opérationnelle tout à l'heure. Bon, voilà le premier tour de table. Donc, on voit 3 projets assez différents, avec des histoires différentes et des projets très récents, et donc qui se posent des questions finalement un peu de démarrage, de coopération. Un autre qui est plus ancien et qui a un autre recul et une autre expérience à faire valoir. Et donc, je vais attaquer sur la question de l'organisation et de l'économie, puisque c'est ça qui va m'intéresser en tout cas à ce moment. Et je vais vous faire un tour de table à tous les 5, et je demanderai ensuite à Stéphane de réagir par rapport à ça. Clément, tu parlais de méta-projet. Donc, on l'a bien vu, chacun d'entre vous, vous commencez à vous assembler pour produire quelque chose qui va être, d'une certaine manière, la conséquence de quelque chose de plus gros que vous. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'au niveau organisationnel, comment vous fonctionnez. On l'a vu là, il y a une émergence de PTCE. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a un statut, une création qui a eu lieu. Pour le LIES, de la même façon, est-ce qu'il y a donc une création d'associations, c'est ça? Et pour le regroupement des coopératives, est-ce qu'il y a une création de nouvelles entités aujourd'hui? Non. Non, on reste un collectif informel à ce jour. Mais cette consolidation de coopération est en train de justement passer on va avoir un cap à passer justement sur le structurel, c'est-à-dire effectivement autant on sait qu'on partage des valeurs communes aujourd'hui, et ça je pense qu'on ne va pas trop avoir à le reposer, à y revenir, mais par contre sur la question du comment maintenant on consolide ça et comment on se réorganise entre guillemets par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant dans un nouveau cadre et dans quelque chose de beaucoup plus proactif, on va dire, on en est là. Enfin, les bases sont un peu à reposer à ce niveau. Pour se projeter sur le projet de coopération, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez eu besoin, en tout cas, de repenser finalement l'organisation actuelle on en est là aujourd'hui. Ouais, on en est vraiment là. Là, c'est l'action qui nous pousse, c'est la volonté de coopérer à l'échelle du territoire et de participer aussi pleinement à l'écosystème qui est en marche. Mais là, aujourd'hui, on en est bien à une autre étape de structuration. Pour le LIES, c'est ce qui s'est produit, car finalement, vous avez créé une nouvelle association. On aurait pu très bien dire que l'écosystème de la création
entre France Active, l'URSCOP, la Grèce, tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude de se côtoyer. On pourrait se dire que le chaînage de l'accompagnement, il peut être évident, ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est peut-être ça finalement qui a conduit en fait les acteurs de la création à s'organiser autour d'un espace peut-être tiers ou neutre qui permettait justement peut-être d'assembler. C'était effectivement ça, c'était avoir un espace neutre partagé par tous et qui soit complémentaire de ce que réalisaient déjà les 6 structures sur le territoire. Et en même temps, ça permettait de rendre visible aussi cette histoire de, voilà, on a de l'ESS déjà, rendre visible l'ESS sur le territoire et de dire, on a des structures qui savent faire, qui savent accompagner et qui sont là pour faire émerger ces projets-là qui ont peut-être du mal à trouver une porte d'entrée, un guichet unique quelque part pour l'ESS en relief. On retrouve des similitudes finalement avec le projet des coopératives. Finalement, vous êtes à peu près sur les mêmes bases, en tout cas. Oui, puis pour illustrer ça, par exemple, en ce moment, on travaille sur la création d'une offre commune avec un certain nombre d'acteurs justement de l'accompagnement, où les 4 CAE sont un maillon de la chaîne en fait là-dedans, et on travaille, cette offre commune et cette coopération encore plus large, mais à la différence que nous on vient avec l'entité 4 CAE et pas forcément individuellement, ce qu'on a pu se faire de cette façon-là avant peut-être, elle est aussi impulsée par des projets de territoires innovants, notamment un gros projet de tiers-lieu sur Poitiers, qui aujourd'hui est en train de fédérer aussi ces acteurs. Et donc, nous, en tous les cas, très concrètement, ça nous amène à travailler, à construire cette offre commune et à l'expérimenter, à la tester. On est vraiment sur une phase, nous, je considère, d'expérimentation de nouvelles coopérations, à la fois entre nous, mais beaucoup plus large à l'échelle du territoire. Donner de la visibilité et essayer de bien ajuster ce que chacun d'entre vous peut apporter dans ce commun. Clément, on est sur un autre profil d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gouvernance du projet et justement de son organisation avec les autres parties prenantes? On a parlé d'offres communes dans les échanges. Est-ce que c'est de cette manière, est-ce que c'est cette manière est-ce que c'est dans cette manière que vous imaginez en cas votre projet? Comment vous le concrétisez? Notre mission est de venir justement révéler les acteurs de notre territoire et leur potentiel, pouvoir d'agir. On est sur du bottom-up, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous impose un dispositif de Paris, on croit qu'on peut faire monter en compétence ces acteurs pour qu'ils développent des projets autonomes, dans le sens qui ne sont pas forcément portés par Cap Solidaire, mais qui en font partie en termes de valeur. Il faut rester sur des choses souples, agiles, faciles. Il y a un statut qui est éprouvé depuis 100 ans qui s'appelle l'association 1900 et dont bon nombre aujourd'hui et dans la salle connaissent. Ça nous permet en toute agilité de pouvoir développer le projet. Il n'y a pas une fédération. Les adhérents adhèrent à l'association, on accepte ses valeurs, ses statuts et on coopère de façon finalement assez directe et non formalisée par des processus qui seraient très hauts. Ce qui est très important dans la coopération, c'est que Cap Solidaire offre justement cet espace, encore une fois, maïeutique où les acteurs peuvent se croiser. Les jeunes, les seniors, les porteurs de projets, les élus. Parce qu'encore une fois, j'y reviens, mais pour coopérer à un moment donné, il faut pouvoir se connaître et voir quel est le projet, quel est le méta-projet commun. Et on se rend très vite compte derrière qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble. Donc, en termes de gouvernance, c'est un conseil d'administration finalement assez classique, où sont représentés non pas des personnes, mais des structures, c'est-à-dire l'ensemble des structures de l'ESS, une AG qui est souveraine et qui élit ses administrateurs. Les collectivités territoriales sont associées de droit, mais n'ont pas de droit de vote, justement. On garde finalement une forme d'indépendance, parce qu'on est quand même très lié aux collectivités publiques. Et récemment, on a ouvert encore plus nos statuts en disant on se laisse la possibilité au niveau du CA de pouvoir désigner des citoyens qui peuvent rejoindre le conseil d'administration et qui viendront participer également à nos décisions. Merci Clément. Je vois le temps qui passe. Franchement, je suis navré, mais vous allez être forcément frustré. Il y a tellement de choses à dire sur chacun des projets. Néanmoins, j'aimerais vous poser
peut-être une dernière question sur cette partie, sur l'économie. Quelle est la contribution en fait, de chacun des membres au projet? Est-ce qu'elle est en termes de rémunération, soutien au projet? Est-ce que l'objet de la coopération permet de générer de l'activité et au final financer le projet? Comment vous abordez la notion parce qu'en fait, finalement, on pourrait très bien se dire bon, chacun coopère parce qu'on a intérêt à le faire, mais finalement, la coopération, ça prend du temps. Le temps, c'est aussi parfois de l'argent. Mais est-ce que vous dépassez ça ou est-ce que vous avez créé en fait un modèle qui permet finalement de rémunérer la coopération? Je prends cet exemple-là parce que sur les coopérations économiques, dans les PTCE, c'est un peu ce qu'on a vu en tout cas. C'est cette dimension éco de la coopération qui permet de citer entre guillemets. Si on prend les cycles dans le bois énergie, par exemple, on est tout à fait. Est-ce que vous êtes dans ce rapport-là ou pas du tout? Marion, oui. Et puis. Oui, alors, c'est un peu plus complexe que ça. La gouvernance, parce qu'on va partir de là, mais la gouvernance de l'association aujourd'hui, c'est les 6 structures fondatrices que j'ai citées tout à l'heure. Ce temps-là est du temps bénévole des structures qui est très important parce que c'est un projet de coopération et que et qu'il est jeune. Et qui est jeune. Beaucoup de chantiers. Donc, et de façon très simple, c'est une rencontre tous les 15 jours pendant 2 à 3 heures, plus ça s'appelle un comité technique. Voilà. Et après, il y a des groupes thématiques, groupes de travail, en fait, où là, c'est des binômes et moi-même sur certains temps. Donc, c'est un peu plus quand on en a besoin. Donc, tous ces temps-là ne sont pas, bien sûr, rémunérés et ne génèrent pas de revenus pour les structures. Par contre, les structures accompagnatrices qui peuvent être des membres fondateurs, mais qui peuvent être d'autres structures, qui ne sont pas des membres fondateurs, elles signent une convention de structure accompagnante et sont rémunérées sur le temps passé avec les porteurs de projets ou avec moi, sur la préparation des parcours d'accompagnement et sur les temps qu'on commence à créer de collectifs d'accompagnants pour créer une dynamique collective. Donc là, il y a une rémunération de ces temps-là. Voilà. Donc ça, forcément, ça a un impact économique sur le territoire pour les structures qui accompagnent. Mais ça a aussi un impact économique. Alors, c'est un impact économique positif, on va dire. Mais ça a aussi un impact économique un petit peu plus complexe pour les structures fondatrices parce que c'est du temps non rémunéré, donné par les structures, en fait. Ça pose des questions aujourd'hui. Ok. Je ne veux rien dire. Ok, effectivement. Alors nous, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans de la mutualisation de moyens, enfin, sur notamment des temps d'action où on se repartage un petit peu les choses voilà, pour éviter qu'on aille voir, par exemple, le même acteur, le même prescripteur à 4, on y va à 1 ou 2 et on a un discours commun, on travaille notre discours commun, etc. Après, encore une fois, là, on passe sur une échelle plus favorable dans le sens où la collectivité va nous soutenir à travers cette CPO pour consolider cet ancrage, cette synergie et expérimenter aussi de nouveaux projets, de nouvelles thématiques. On se lance aussi dans une mesure d'impact à l'échelle du territoire, mais aussi pour chacune de nos CAE, là aussi soutenue par Grand Poitiers financièrement. Donc là, en fait, on arrive à un stade où ce soutien aussi financier va nous permettre justement de regarder de plus près les effets, notamment les effets économiques, et pouvoir modéliser après un petit peu plus cette coopération et voir voilà, comment après le modèle économique de cette coopération peut évoluer en allant bien au-delà. C'est bon. Très rapidement. Donc, effectivement, on retrouve une gouvernance basée sur de l'engagement. Donc, l'engagement est bénévole de notre gouvernance. Et nous, on a pour principe qu'on fait quasiment rien payer. On fait de l'accompagnement gratuit.
Là encore, ce matin, j'ai une structure qui me disait, ah, mais super, j'ai décroché grâce à vous ce financement, j'ai créé cette activité économique. Donc ça, effectivement, il y a énormément d'économies qui se génèrent pour le territoire au travers du PTCE. Et nous, on est finalement un petit peu en amont sur une forme de service public qui permet de venir développer finalement et cristalliser tout ça. Dernier élément, pour répondre à ta question, donc effectivement, dans le cadre de nos actions très opérationnelles, il y a de la coopération d'acteurs et donc il y a des flux économiques. Effectivement, si des structures professionnelles co-construisent avec nous le service, je pense à des aides à domicile, par exemple, qui vont venir accompagner les sorties pour les seniors. Et là, il y a un flux économique et c'est rémunéré. C'est vraiment uniquement la gouvernance, le pilotage démocratique qui est bénévole et qui le restera, qui fait notre différence avec peut-être certaines formes de syndicats publics où les élus ont l'habitude d'être rémunérés. Nous, c'est vraiment basé sur l'engagement bénévole. Ok. Un mot, parce qu'effectivement, je vais ajouter que nous aussi, l'accompagnement est gratuit, c'est le but. Et donc, notre modèle économique en tant qu'association, bien sûr, c'est les fonds publics. Ok. Oui, j'avais pas participé. Non. Stéphane, je voulais te demander une première réaction par rapport à l'économie dans la coopération. Au travers de ton parcours, tu as accompagné, tu es aussi à l'initiative de projets de coopération. Quel regard tu portes par rapport à ça Ouais. Déjà, j'ai beaucoup écouté quand même autour de moi. Alors, on invite toujours un vieux cheval expérimenté qui a usé quand même des modèles alors, associatifs, coopératifs. J'y ai cru vraiment, quoi, à la fois à travers les associations, mais aussi les coopératives, et comment une structuration, un agencement, que ce soit coopératif, associatif, permettrait effectivement d'aborder la coopération. Tu avais tout à l'heure, tu as dit d'entrée de jeu qu'il y avait la question de la complexité. Je crois qu'étymologiquement, complexité, c'est tisser des liens. Donc la coopération, évidemment, elle vient chercher cela en tout cas. Cette question de. Je continue ? Oui. Pardon. Et de tisser des liens. Et peut-être que mon expérience en tout cas, me dit que si je devais donner une définition, en tout cas une lecture de la coopération, c'est peut-être l'art de faire vivre des désaccords. Alors, ça met quand même un truc difficile quand même, c'est-à-dire qu'on fantasme quelque chose de merveilleux, et pour autant, peut-être, il va falloir aussi embarquer ces désaccords et comment le méta-projet, comme tu le signifiais tout à l'heure, va aider effectivement à régler ces ajustages. Donc, il n'y a pas, je crois qu'il faudra de toute façon éviter de modéliser. Il n'y a pas un modèle, puisqu'on a parlé de territoire, dans le PTCE tout à l'heure comme référentiel un peu, eh bien, les territoires ont leur implicite. Et le territoire alsacien n'est pas le même que le territoire nouvelle-aquitaine ou un territoire dans les Landes. Enfin, on a des acteurs à l'intérieur, des territoires qui nous racontent des choses qui sont différentes. Puis au-delà des territoires, il y a aussi des personnes. Et ces personnes qui sont dans ces territoires, elles ont aussi plein d'implicite. Et vous parliez tout à l'heure des liens, quoi, effectivement. On coopère rarement entre structures, on coopère entre personnes. Quand même, ces personnes représentent des structures, mais c'est quand même des humains, des personnes à l'intérieur qui ont leur propre implicite, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas forcément, ce qui est essentiel pour faire fonctionner les choses, quoi. Voilà, donc ça c'est déjà. Alors par contre, structurer d'une coopération plus informelle, mais quand même avec des structurations et du gros quand même dans les coopératives d'activité, c'est quand même à la fois une innovation sociale il y a une vingtaine d'années, qui a permis quand même aujourd'hui une structuration, d'ailleurs dans un modèle embarqué Scope SIC, qui permet quand même un agencement assez sérieux, en tout cas, il ne faut pas se perdre justement, c'est une gouvernance partagée, c'est aussi important. Donc, oui, la structuration va aider, moi je suis passé par les PTCE, par les CAE, par les SCOP, par les associations, maintenant je suis rendu dans les tiers-lieux, tous ces endroits me sont complètement, je suis à l'aise avec ça et je retrouve à peu près toujours la même chose, c'est comment, en s'engageant sur une structuration telle qu'elle soit, ça va nous permettre de ne pas se perdre, tout simplement. Parce que justement, il y a tout cet implicite qui va bien frotter sans cesse nos histoires, quoi, effectivement. Et donc, c'est quand même pratique d'avoir une gouvernance partagée dans le SS. C'est quand même assez pratique de poser cela, en tout cas, pour se dire, ben voilà, si on est perdu, on peut se raccrocher, en tout cas, soit à des grands principes dans le méta-projet, soit à des gouvernances même de façon un peu plus fine, par le vote, par l'arbitrage, par des choses quand même qui nous permettent de se retrouver aussi quand on se perd parfois dans des histoires humaines qui sont complètement ça.
Voilà, premier point. Merci Stéphane, on reviendra tout à l'heure sur d'autres éléments. Christophe, je vais te laisser la main pour peut-être d'autres réactions sur le projet de coopération. Je vais proposer peut-être à la salle aux participants, si vous avez envie de réagir, peut-être, on fait une petite pause sur la table ronde. Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages, des compléments pour ceux qui connaissent peut-être les projets, ou des réactions on a aussi un moment privilégié. Je t'invite à te présenter et parler bien fort parce qu'on est un peu loin de nous. Donc, Lucie Leroy, responsable du pôle ESS en insertion canton de Vienne. Je voulais savoir là pour l'IS s'il y avait un lieu, parce que on a bien vu que sur Grand Poitiers, c'est la caserne. Enfin, il y a un projet qui effectivement a peut-être favorisé les réflexions ou les aspects accélérés. Et du coup, là, est-ce qu'il y a un lieu physique ou est-ce que c'est une association que chaque entité est restée où elle était physiquement? Du coup, chaque structure est chez elle. Mais du coup, c'est pas un même endroit. Non, pas du tout. Alors, en fait, du coup, on a, c'est un truc un peu bizarre, mais le siège social est à la CCI, une Meuge, mais je n'y suis jamais, je n'y mets pas les pieds, jamais. Et moi, je suis mon bureau et je partage mon bureau avec la CRES dans les bureaux de Limoges, ce qui est plutôt très pratique quand on accompagne des projets de l'ESS d'être en contact direct avec la CRES. Mais je peux, en fait, j'accueille parfois des porteurs de projets sur ce lieu-là, mais la plupart du temps, en fait, moi, je suis itinérante, on va dire ça comme ça, et du coup, l'incubateur est itinérant. Donc, je me déplace quand il y a des lieux, dans les lieux des porteurs de projets, ou bien même chez eux, ça arrive, à leur domicile, pour les rencontrer. Et là, le travail, ça va être d'avoir des espaces, on va dire, tiers qui peuvent m'héberger de temps en temps sur des temps, des actions, etc. Mais on n'a pas de lieu. Alors nous, l'association Maison Mère et locaux, qui sont déjà trop petits puisqu'on est 8 maintenant, mais on est un territoire, je l'ai dit, à la fois éclaté, mais on n'est pas sur une grosse agglo non plus. Donc on est itinérant, pareil, on se déplace chez les adhérents. On crée un moment chaque année, des forums d'économie locale, pour aussi créer du lien, des rencontres. Et après, on essaye aussi d'ouvrir nos locaux aux partenaires du BTCE, de dire que vous avez besoin de la salle de formation, c'est un peu hybride. Une autre question, un autre commentaire? Jérôme de Niort en association. Sur le territoire d'intervention, comment vous définissez le territoire d'intervention, sachant que c'est grand, à la fois pour vos structures et à la fois pour les structures que vous accompagnez? Nous, c'est le département de l'Audène. Alors après, on a une structuration d'intervention qui est aussi liée à une structuration régionale, puisqu'il y a une politique, il y a eu depuis quelques années une politique assez forte de la région Nouvelle-Aquitaine sur la création des incubateurs pour mailler l'intégralité de la région Nouvelle-Aquitaine. Certains incubateurs sont à des échelles interdépartementales. Voilà. Pour le Limousin, l'ex-Limousin, il y a 3 départements, 3 incubateurs, un incubateur par département. Ça s'est fait de façon parce que les dynamiques d'acteurs en fait étaient là comme ça, à cet endroit-là. Pas des autres incubateurs, mais en tout cas sur la Haute-Vienne, c'est comme ça que ça s'est fait, parce que c'est ces acteurs-là qui étaient déjà à cette échelle départementale, qui se sont. Ça reste un grand territoire quand même. Pour les CAE, nous, on a déjà une échelle, on a toute une échelle régionale, par Aix-Poitou-Charentes en commun, avec après peut-être quelques spécificités, notamment pour consortium qui se développe aussi sur la Dordogne, par exemple. Mais après, pour le coup, par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous, là, le territoire d'expérimentation, en tout cas, c'est bien Grand Poitiers et c'est 40 communes. Donc, avec un premier enjeu de dire que il faut aussi que ça nous permette d'essaimer déjà correctement et de mailler un peu mieux
sur les territoires, pas uniquement Poitiers, urbain, périurbain, mais bien au-delà, puisque voilà, hein, 40 communes, c'est large. Et puis, je perds mon stylo. Et puis que cette expérimentation, potentiellement, elle peut aussi essaimer sur d'autres territoires de ce type-là, voilà, par rapport à ce qu'on va vivre sur l'année qui suit. Et donc, pour le coup, c'est vraiment un territoire, on va dire, d'identité culturelle et politique. On appelle le Sud-Gironde, qui est entre deux phénomènes de métropolisation qui apportent leur avantage, leur désavantage. Donc, c'est la taille à la fois de l'échelle administrative qui intéresse les contractualisations de la région, l'échelle du pays, pour faire clair, mais qui correspond avant tout à une réalité d'identité culturelle et politique. Merci pour ces 3 réponses. Je vous propose de passer donc à la 3e séquence de la table ronde et dernière séquence, en tout cas en question directe avec nos témoins. Là, on vous invite un peu à prendre du recul sur votre pratique. On a fait le quoi, le descriptif, on a fait le comment, quelques éléments de méthode. Et maintenant, c'est avec un peu de prise de recul, qu'est-ce que vous auriez envie de partager aux participants sur finalement cette histoire, cette expérience, à travers une fierté, à travers des marges de progrès, à travers une anecdote qui donne à voir finalement ce que c'est que la coopération, ce côté humain dont Stéphane parlait tout à l'heure, des trucs qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui incarnent ce que c'est que la coopération au quotidien. Allez, Clément, pour commencer. Comme ça. Là, moi, vraiment, ce que je retiendrai en élément de fierté, c'est parce qu'on a fait l'impact, c'est de dire est-ce que ça a servi d'abord aux habitants. C'est-à-dire, dispositif d'accompagnement à la mobilité, c'est 400 personnes par an, derrière, la moitié, à l'issue de l'accompagnement, sont en emploi. Donc, sur cet objectif-là d'inclusion sociale, on y est. Et les autres ne sont pas perdus, c'est qu'on les porte jusqu'au bout. C'est de dire, on s'est mis tous ensemble, créer des perspectives pour les jeunes, on a utilisé l'outil service civique. Derrière, c'est à l'entrée, 80% de jeunes qui ne sont pas en emploi, pas en formation, qui sont un petit peu désaffiliés. À la sortie, c'est plus de 80% de jeunes insérés. Donc, c'est le résultat qu'on est capable, concret et tangible, qu'on est capable de produire collectivement et qu'on n'aurait pas été capable de produire s'il y avait eu que nous, ou en tout cas à beaucoup plus petite échelle. Votre fierté, c'est le fait que le territoire ait vraiment pris conscience de l'intérêt de l'ESS. Et pour aller assez vite, plutôt, ce qu'il faut qu'on continue peut-être à travailler, c'est cet ancrage, démontrer que les acteurs de l'ESS servent le territoire et les habitants, une méthode de faire ensemble qui permet de refaire territoire et cohésion, et puis de voir comment on intègre encore davantage la dimension citoyenne dans nos démarches. Et sur la dimension citoyenne, c'est en cours. Je disais tout à l'heure qu'il y a des citoyens qui vont rentrer dans le conseil d'administration. Tout à fait. C'est-à-dire on est citoyen, quand on est élu, on est aussi citoyen, quand on est acteur, on est aussi citoyen. Et peut-être, on voit qu'il y a cet implicite, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Stéphane, qu'il y a des citoyens qui, de plus en plus aujourd'hui, ne sont pas spectateurs des choses. Ils veulent être acteurs et ne veulent pas nécessairement être dans une association, dans une entreprise. Ça peut être une participation un peu moderne, qui reste à affiner, et de voir comment on est aussi au carrefour des attentes des citoyens et qu'on peut révéler aussi ces attentes. Merci Clément. Je passe la parole à Virginie pour la même question. Oui, la fierté, c'est cet alignement de planète, là, on va dire, entre une coopération qui existait déjà et qui, de par justement son histoire et puis des liens, voilà ce que tu disais, le fait qu'il y a des liens qui sont créés depuis longtemps, à l'énergie d'aller plus loin, l'envie d'aller plus loin, une volonté politique, une collectivité qui est engagée et soutenante, un écosystème des acteurs de l'ESS aussi qui est en train de vraiment, à travers notamment effectivement peut-être un projet phare, mais pas uniquement, qui est en train vraiment de se mettre en route pleinement. Ce côté expérimental, en fait, je trouve qui est assez intéressant dans cette histoire-là, qui donne envie
de tester plein de choses collectivement, que ce soit à l'échelle, nous, des CAE, mais pas que. Et aussi de tester comment maintenant on met ça en place aussi en termes de gouvernance, encore une fois de structuration. Enfin, je pense qu'on porte un projet vraiment de développement intéressant et innovant. Et après, sur l'autre pan là, du PTCE que vous avez présenté au départ, notre marge de progression, elle est vraiment là aujourd'hui. Il y a des beaux défis dans les mois et années à venir. On aime bien les défis. Sur le Grand Poitiers et aussi en Vienne. Le projet est récent. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager en matière de fierté, de points forts? C'est vrai qu'effectivement, quand on a pris la grille PTCE avec Marion pour essayer de se noter un petit peu, on s'est dit, il y a encore des choses à faire sur l'évaluation notamment de nos actions, sur les effets sur le territoire, etc. Et c'est normal puisque notre projet finalement en liesse à 1 an, un peu plus. Donc on a du mal à mesurer pour l'instant les effets sur le territoire. Par contre, une des fiertés, je pense, qu'on a tous autour de ce projet, c'est finalement de s'être mis tous autour de la table et d'avoir ce projet commun qui se mène plutôt bien. Et effectivement, de se dire que ces acteurs qui n'étaient pas voués à coopérer nécessairement, en tout cas, ce n'était pas naturel, comme on l'a dit tout à l'heure, même si c'était logique. Le fait d'avoir réussi ça, d'avoir une structure qui fonctionne avec une gouvernance partagée, ça, c'est une très grosse fierté sur le territoire. Et du coup, et sur le volet effectivement de l'effet sur le territoire, c'est difficile aujourd'hui puisque nous, on est porteurs de projet, on peut encore créer tous leur activité, mais ils sont en cours de création. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on répond à un vrai besoin et que cette structuration-là permet de répondre aux besoins des porteurs de projets de façon vraiment hyper adaptée, hyper personnalisée. Et donc ça, c'est bien. Et moi qui anime le collectif d'Incubé, parce qu'il y a un accompagnement individuel des porteurs de projets, mais l'idée, c'est qu'ils travaillent aussi en coopération entre porteurs de projets. Et ça, par contre, j'ai déjà une petite fierté, parce que quand même, on a notre coopération crée de la coopération. Et ça, c'est encore un petit truc un petit peu qui va un peu plus loin. Et du coup, va créer logiquement pour ces porteurs de projets des portes d'entrée sur des nouveaux projets, des nouvelles thématiques. Ils commencent à créer des choses ensemble, à mutualiser des espaces sur des temps, à mutualiser du temps et ils imaginent des projets ensemble qui vont pouvoir créer de la valeur sur le territoire et consolider économiquement aussi chacun des projets qui va pouvoir naître, je l'espère, dans l'année 2022 pour les 7 qui sont incubés pour l'instant et peut-être bientôt les 7 autres qui y arrivent, parce qu'on en a 5 en tout. Voilà. Donc déjà des retombées, je ne vais pas dire inattendues, mais des bonnes surprises finalement avec des impacts en deuxième ligne sur malgré finalement la jeunesse du projet et puis cette incubée, c'est bien, donc c'est pas non plus énorme, mais malgré tout, c'est bien. Déjà à 7, ils arrivent à se rendre des services. C'est 7 collectifs. 7 collectifs. Oui, c'est pas des sauts. Certains sont mais c'est 7 collectifs. Et moi, j'avais peut-être une dernière question aussi en direction de Stéphane. Ton rôle, c'était aussi d'observer ce qui se disait, mais c'était aussi peut-être nous donner quelques éléments pour mettre aussi en débat ces sujets. La coopération, ça ne va pas forcément de soi, on l'a vu, il y a des périodes qui sont plus propices derrière. Mais est-ce que pour toi, tu peux nous donner quelques enjeux autour de la coopération aujourd'hui, à la fois dans le débat public, mais aussi par rapport aux institutions qui soutiennent ce type de démarche. Au niveau national, il y a la relance des PTCE, on peut s'en réjouir du coup, mais du coup, est-ce que derrière cette envie de stimuler la coopération, est-ce qu'il y a d'autres éléments un peu forts que les acteurs locaux? On a parlé tout à l'heure des institutions, en tout cas, on les a beaucoup interpellés, ils ont été aussi longtemps cités sur le fait qu'ils étaient partie prenante. Qu'est-ce que tu peux nous en dire finalement? Je crois que c'est à partir de coopérer, c'est vraiment
coopérer, voilà, n'a pas attendu forcément notre génération et les générations Y, Z aujourd'hui pour lancer effectivement des défis. C'est un joli mot, coopérer, enfin, sauf que ça ne se décrète pas, effectivement, quoi. Et je m'appuie sur un peu les théories des instituts des territoires coopératifs qui posent la première question, la première préalable en tout cas, c'est qu'il faut d'abord travailler le geste avant l'outil. C'est important et je crois qu'on a eu un témoignage effectivement de personnes qui s'intéressent d'abord à cette comment on va faire quoi. Avant l'outil en tant que tel. C'est vrai que voilà, le marteau peut faire de belles choses, mais aussi ça peut faire mal. Hein, donc attention à l'outil et qu'il n'y ait pas qu'on ne confonde pas les enjeux et que l'outil ne devienne pas dépasser effectivement cette question de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Coopérer, c'est quand même repérer les signaux faibles. On n'est pas dans une société qui s'intéresse forcément à cet endroit-là, puisqu'on est plutôt dans les questions de concurrence ou de compétition. Dans la coopération, on vient effectivement interroger les signaux faibles. Et on peut avoir la fierté des fois de se dire waouh, j'ai écouté l'autre et on va trouver consensus. Il y a consensus parce que justement, je suis capable de prendre en compte aussi ces difficultés et ces besoins. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose de fort. Donc, il y a la prise en compte de la personne, de l'autre, la prise en compte du collectif, le nous, avec ses gouvernances organisées. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, pas n'importe où. Pas n'importe où, c'est-à-dire que le Grand Poitiers, c'est un périmètre. Un département, c'est un autre périmètre. C'est des terrains de jeu, en tout cas, sur lesquels on ne le fait pas n'importe où. Et quitte à essaimer ou à dupliquer, mais il y a un moment donné, il y a une prise en compte voilà, sensible. Attention à pas tout péter, quoi, parce qu'il y a du développement, parce qu'il y a on essaime, parce qu'il y a des changements d'échelle qui se surimposent, alors que non, on parle d'un territoire et ce territoire nous raconte des choses. Après, on peut tout à fait effectivement s'appuyer sur une expérience dans le Limousin ou dans le Sud-Gironde pour dire ah ouais, ils ont fonctionné comme ça, comment faire moi dans mon endroit. Mais voilà, il y a quand même un terrain de jeu bien périmétré pour répondre à votre question. C'est pas n'importe quoi. Et puis le troisième point, quand même, je pense qu'il serait intéressant c'est quand tout est planifié, il n'y a plus de création, il n'y a plus de créativité. On parlait tout à l'heure de recherche et développement, d'envie d'innover aussi, puisqu'on a répondre à des besoins, évidemment, mais aussi envie d'être co-acteur, enfin, vous êtes, je ne sais pas, acteur, ou acteur de ce projet. C'est-à-dire laisser du vide, quoi. Laisser du vide aussi, ne pas se précipiter à toujours avoir un plan d'action et machin, voilà comment ça va se passer. Donc, il faut laisser des temps, quoi. Et surtout quand on parle des liens informels qui sont nécessaires à la coopération, qui sont le préalable de la coopération, alors il faut laisser des temps. Il faut laisser des temps pour que justement, si on parle d'enjeu, c'est la contagion. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. C'est que ça devient contagieux ce truc-là. On essaie avec un petit pôle de gens et puis, ils l'ont fait, quoi. Et ça, voilà, ça infuse, ça diffuse effectivement. Donc voilà, je crois que l'enjeu, c'est contraire peut-être à tous nos acquis, en tout cas de ce siècle, quoi. C'est la disponibilité, quoi. On parlait de modèle économique tout à l'heure. Est-ce que le bénévolat, ouais, on y met un peu plus effectivement que classique, mais est-ce que je me rends disponible pour coopérer? Voilà. Ou j'envoie ma structure et puis on verra qui s'écrira. Non. Quand on veut coopérer, il faut se rendre disponible en tant que personne. Et c'est un dégage, en tout cas, de réussite, je pense, pour. Voilà. Je crois que nos acteurs innovants qui sont autour de la table font preuve de ces coopérations. Les territoires, aujourd'hui représentés par leurs institutions, prennent en tout cas ce défi, effectivement, de la coopération. Et je crois que là, il y a un truc qui se joue, effectivement. Mais il y a des précautions, il y a des clés qu'il va falloir pas admettre aussi. On n'est plus forcément sur le modèle classique, dominant, comme on a eu l'habitude de faire effectivement en mode projet. Donc, c'est de façon contingente comment un projet, alors il y a bien sûr une stratégie, plan d'action, ça c'est normal, mais en même temps, comment la coopération avec ces clés va faire grandir ce projet. Je crois que c'est cette prise en compte, en tout cas, de ces clés que je viens de donner, enfin de citer, de disponibilité, de temps, de signaux faibles, des trucs qu'on n'écrit pas dans les dossiers, quoi. Et pourtant, qui sont tellement nécessaires pour faire grandir les projets. Ça, c'est un changement de paradigme. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette mise en perspective et puis finalement cette synthèse sur les clés d'une coopération. Merci à nos intervenants.
Je ne sais pas s'il y a des frustrations ou autres, s'il y a besoin de. Parce qu'on a vraiment plein de choses encore à dire. Et en tout cas, si on est sur notre timing. On peut. Mais s'il y a d'autres questions. Une autre prise de parole peut-être dans la salle, si vous avez des questions, des éclaircissements. Allez-y, monsieur, je vous invite à vous présenter et à enlever votre masque. Je veux bien parler très rapidement. On a beaucoup parlé de Montpoitiers depuis Michel François, vice-président du développement économique de Montpoitiers. En particulier sur la question de l'ESS, en vous écoutant, je voulais simplement aussi apporter une forme de témoignage en disant coopérer, c'est communiquer, c'est co-construire et c'est co-porter. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, depuis le dernier changement de gouvernance au niveau de Montpoitiers, 1 an et demi, on a souhaité mettre en place une feuille de route sur notre territoire, économie sociale et solidaire, au sens large. Mais on s'est très vite rendu compte que pour ça, il fallait d'abord communiquer avec les acteurs du secteur, mais aussi que les acteurs du secteur communiquent entre eux. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on a travaillé sur différents ateliers qu'on a mis en place, les premiers retours qu'on avait, c'était c'est super parce que finalement, c'est un peu très français, c'est un travail en silo. Donc on est tous sur le même secteur d'activité, on est tous secteurs de l'ESS, il y a les CAE, il y a les structurations, il y a les entreprises privées, qui sont aussi dans le domaine de l'ESS, mais finalement, on ne se parle pas, on ne sait pas trop ce que fait les invités. Rien que le fait déjà de communiquer avec la collectivité et entre soi, ça apporte déjà une première forme de. Ça pose les bases de la coopération. Le deuxième point, ensuite, c'est co-construire. On a beaucoup d'acteurs qui voient la collectivité comme, ce que je vais être caricatural, qui voient la collectivité comme celle qui soutient, fait un peu le chèque, et puis voilà, on travaille ensemble, mais c'est nous un peu de notre côté. Ou de l'autre côté, d'autres qui voient la collectivité en disant c'est vous qui décidez, hein, donc nous on fera ce que vous dites, et puis on verra ensuite. Là, on a voulu travailler vraiment complètement différemment en disant la feuille de route de l'ESS de Grand-Poitiers, ce n'est pas la feuille de route de la communauté urbaine collectivité de Grand-Poitiers. C'est la feuille de route de l'ensemble des acteurs. Donc, dernier point, co-porter, ce n'est pas la collectivité qui, elle toute seule, va décider de tout et va demander à ces petits soldats et de l'ESS d'aller sur le terrain, porter la bonne parole et travailler cette feuille de route. Non, c'est ensemble qu'on l'a construit, c'est ensemble qu'on l'a porté. Et c'est dans ce cadre-là, entre autres, qu'on a mis au point cette coopération avec les CAE. Et pour nous, c'était extrêmement important, comme on le fait avec d'autres acteurs. On est en train de faire des conventions pluriannuelles d'objectifs avec beaucoup d'acteurs, dont les CAE. Important d'avoir un soutien entre guillemets individuel sur chacune de ces CAE qui ont leur spécificité, mais aussi très important pour nous d'avoir des actions collectives, donc de coopération entre CAE, et à ce titre-là, la collectivité est là aussi pour apporter un soutien et puis travailler ensemble, puisque même si les CAE ne sont pas encore installés dans le cadre d'une organisation quelle qu'elle soit, enfin d'un modèle quel qu'elle soit, on a décidé à notre petit niveau à nous de mettre en place au moins un comité de pilotage avec les CAE et la collectivité pour pouvoir fonctionner ensemble sur le suivi de cette vidéo. Merci pour cet éclairage complémentaire et qui est aussi une forme de conclusion. Je pense que c'est une forme de synthèse, une forme de conclusion. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Merci à tous les témoins et à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette table ronde. Si vous avez mis votre adresse